Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Philippe David et son invité Alexis de Dieuleveux, neveu de Philippe de Dieuleveux et auteur de Noyade d'État aux éditions Ballant. C'est un sujet qui change un peu, mais c'est une vraie enquête qui peut vous intéresser. Et je montre le livre pour le Facebook Live. Noyade d'État, publié chez Ballant, le livre du jour. Donc, c'est ce livre. Philippe de Dieuleveux, c'était l'animateur de la chasse au trésor. Une émission qui existe encore à la télévision. Il est disparu le 6 août 85 au Zaïre et pour les plus de 40-50 ans, on va quand même prendre le plaisir d'écouter sa voix dans la chasse au trésor. Écoutez, d'après mon chronomètre, je pense qu'on a perdu, mais j'ai trouvé le trésor. Alexis de Dieuleveux, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Augustin et puis bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre commence par une citation d'Orwell. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Est-ce que le but de ce livre, je le remontre, c'est de dévoiler une vérité ? C'est de dire la vérité. Dans ce livre, il y a des vérités, il y a des faits qui sont vrais, et la vérité n'a pas été dite dans cette histoire. Donc il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Vous parlez d'une thèse en présentant le livre tout à l'heure, comme qu'il n'y a pas de thèse définitive. Bah si, il y en a une que je développe dans ce livre. Mais on va en parler justement. Et il y avait eu un autre livre donc, qui avait été écrit par Okito Benebene, ex-officier des services secrets du Zaïre, que votre père connaît puisqu'on voit des photos dans où ce il l'a livre rencontré. J'ai vu mourir Philippe de Dieuleveux, c'est aux éditions Michel Lafon. Vous confirmez sa thèse ? Tout à fait. Mon père confirme l'écriture d'Okito Benebene sur certains points. Il a des doutes sur d'autres points. Par contre, tout ce qui concerne la bavure militaire et l'assassinat de Philippe, mon père, avait acquis cette conviction que Okito disait vrai à ce niveau-là. Alors, vous commencez en parlant du décès de votre père, Jean, qui est décédé donc, qui était très proche de Philippe. C'est un drame familial, en plus d'être une affaire d'État qui a touché les Français, vu la popularité de votre oncle. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce livre, c'est rendre hommage au combat de mon père, me dire qu'il n'est pas mort pour rien. Il s'est battu pendant 30 ans sur cette affaire. Il a crié des vérités qui n'ont pas été entendues. Et à son décès, j'ai récupéré tous ces documents. Et puis la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Je les dévoile. Justement. Oui, allez-y. Et vous les dévoilez. Donc aujourd'hui, c'est un hommage au combat de mon père. Et puis c'est aussi un livre justice pour Philippe, qui est victime. Alors justement, Philippe, c'était un personnage que les Français de plus de 50 ans n'ont pas oublié. Un personnage qui était extrêmement populaire à la télévision, qui avait un petit côté James Bond, un petit côté super-héros. Parlez-nous de lui. Vous l'avez bien connu, c'était votre oncle. Comment était-il, on va dire, dans la vraie vie ? Alors bien connu, je ne pourrais pas vous dire cela, j'avais 14 ans. Enfin 14 ans, on a des souvenirs, excusez-moi. 14 ans, mais c'est même son épouse et ses enfants, mes cousins l'ont pas beaucoup vu non plus, il a été tout le temps à droite à gauche. Donc c'était difficile de voir Philippe, en tout cas pour moi, mais j'ai des souvenirs de vacances avec Philippe à Saint-Malo, en Bretagne, en Charente-Maritime, puis des souvenirs de toutes ces cartes postales qu'il pouvait m'envoyer des quatre coins du monde. C'était un homme simple. Je l'admirais, ouais. C'était un homme simple alors que c'était une vedette de la télé ? Quelqu'un de vrai, authentique, simple, et puis qui aimait les gens, tout simplement. Et je me suis toujours posé la question parce qu'il avait une condition physique mais vraiment exceptionnelle quand on le voyait à la télé. Il était pareil dans la vie, il voyait un mur, il le grimpait, un arbre, il le grimpait. C'est un grand sportif. Oui, ça c'est sûr. Grand sportif, et puis je pense qu'il a développé aussi tout cela à l'armée également. Alors justement, votre oncle, donc Philippe de Dieuleveux, a fait son service chez les parachutistes au 1er RCP, le 1er régiment de chasseurs parachutistes, un régiment d'élite. Il devient moniteur parachutiste et en 77, année de son mariage avec Diane, votre tante donc, Philippe annonce à son frère, votre père donc, qui était officier dans l'armée de terre, dans la cavalerie je crois, il lui dit « Jean, je fais partie des services, mais je te promets Jean que je ne tuerai jamais personne, je veux servir les intérêts économiques de mon pays. » Le fait que votre oncle était un membre des services secrets français, on va dire que c'était pas seulement une rumeur qui courait depuis des années, mais une réalité. Tout à fait. Une réalité, et une réalité que d'ailleurs les responsables politiques et militaires de l'époque démentaient. Quand il y a eu cette disparition, les hommes politiques, les officiers français disaient « Philippe, rien à voir avec l'armée, rien à voir avec les services secrets ». Or, c'était faux. De manière officielle ? Absolument, il le disait, alors que c'était faux, mon père le savait. Et mon père a prouvé en 1985, pendant les recherches, que Philippe faisait vraiment partie des services. Il avait la preuve concrète. Parce que s'est aperçu que son livret médical appartenait à un service administratif militaire qui regroupait l'ensemble des personnels militaires attachés à la DGSE. Et comme votre père était officier ? Exactement. Donc en 1985, mon père avait cette preuve concrète des liens avec les services. Alors justement, votre oncle Philippe est capitaine
c'est-à-dire c'est déjà un grade pas mal, capitaine, dans la réserve opérationnelle du service action, sous le commandement de la direction des opérations de la DGSE, Direction Générale de Sécurité Extérieure, le service de renseignement français donc. Mais quelles étaient ses missions? Parce qu'il le dit, moi je veux pas faire d'opération homo, ce qu'on appelle une liquidation, je ne veux tuer personne, mais je veux servir les intérêts économiques de mon pays. Quelles étaient ses missions? Alors dans les renseignements, vous avez toutes sortes de missions. Oui, c'est il y a des extrêmement missions, vaste. des missions très, on va dire, musclées, et pour ça la France a ses unités d'élite. Philippe ne faisait pas cela, il était plus dans le renseignement. J'ai reçu une lettre du ministère des Armées, comme quoi, qui confirme que Philippe faisait bien partie effectivement du service action, et le ministère des Armées dément toute mission de la part de Philippe. D'accord, Or, mais c'est moi, couvert j'ai sous eu- le secret défense. Aussi. Et je sais que Philippe faisait effectivement des missions d'observation, de questionnement, de renseignement, peut-être de matériel à passer, voilà, D'accord. ce genre de mission. Surtout avec l'Afrique? Je ne pourrais pas vous dire. Ça, vous ne pourrez pas le dire. Alors, justement, quand on pense que votre oncle, qui était une vedette de la télé, était capitaine dans les services secrets, on se pose une question ataviquement. Est-ce que finalement, on dit en général que pour qu'un agent secret ne soit pas soupçonné, il faut qu'il soit bien visible? Est-ce que la chasse au trésor, c'était pas une couverture? Alors c'était pas de couverture du tout, non, Philippe était reporter, c'était un homme d'image, il était caméraman, il a fait la course autour du monde, la chasse au trésor, et ensuite, et comme c'était aussi un capitaine de réserve, Oui. voilà, il faisait effectivement il avait son contact avec les services, mais c'était absolument pas une couverture, la chasse au trésor n'était pas une couverture, c'était vraiment sa passion, son activité, et en parallèle, à côté, de temps en temps, il devait certainement donner quelques renseignements sur tous les pays qu'il avait la chance de visiter et de survoler. Oui, c'est sûr, parce que le renseignement, alors, pour expliquer un peu, je suis pas expert du renseignement, mais j'ai déjà lu pas mal de livres dessus, peut-être vous aussi, Augustin, certainement vous aussi, je suppose. Le renseignement, c'est l'anti-James Bond. En clair, c'est beaucoup de renseignements, de travail de fourmi, etc. C'est exactement ça. Mais dans les radios, vous avez des personnes qui font partie des renseignements. Je travaille pour une compagnie aérienne, il y a des personnes qui travaillent pour les renseignements, absolument. Ouais. Oui. Mais d'ailleurs, quand il me dit bonjour, il me dit mon nom est Morio, Augustin Morio. Alors je vais me poser des questions sur lui, on va lancer une enquête. Alors justement, est-ce que les gens qui l'employaient, c'était le service public de la télévision, savaient son autre activité? Je ne parle pas du caméraman, mais au très haut niveau, par exemple au niveau du PDG de France Télévisions. Alors ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Très sincèrement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je n'ai aucune idée si Philippe parlait de tout ça. En général, il est très discret quand on parle de ce genre de choses. En général, il l'avait dit à son frère, c'était oui, mon père le jour de son mariage, tout à fait. et il l'avait dit à sa femme, je crois. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un travail de renseignement quand vous avez écrit votre livre? Alors ce livre, c'est pas une enquête. Moi, je suis pas journaliste d'investigation. Je suis même pas écrivain. C'est vraiment, je fais parler de tous les documents de mon père. D'accord. Des documents qui sont restés cachés. Et quand on les regarde, on se rend compte que cette affaire est un grand scandale d'État. Et beaucoup de personnes ont participé, même activement, à camoufler tout cela, à dissimuler, à cacher la vérité. Alors, donc, en lisant ce livre, on se rend compte que la thèse officielle, parce qu'il y a une thèse officielle, qui est quand même l'accident par noyade collective, ils sont 7. Oui. Elle tient absolument pas la route. Elle n'a jamais tenu la route. Alors justement, vous trouvez chez votre père, qui vient de décéder, un carton avec 2 documents relatifs, et en parlez à un de vos oncles qui est à Toulon, et qui vous dit « tourne la page ». Mais vous embarquez les documents dans votre voiture pour rentrer chez vous à l'autre bout de la France. C'était un besoin imprescriptible, malgré plus de 30 ans qui sont passés, de vérité pour votre oncle? Ah, je crois que c'était viscéral. Alors c'est vrai que mon oncle, il a voulu plus nous protéger parce qu'ils ont bien souffert. Et mon oncle Yves, le frère aîné de Philippe, qui est à Toulon, qui est à Toulon exactement, qui est la mémoire vivante de cette affaire parce qu'il était présent en 1985. Je pense qu'il a voulu surtout me protéger. Vous avez eu des pressions, des... Non, pas de pression, mais quand vous dites la vérité, quelle pression vous pouvez recevoir? Parfois, on peut mourir en voulant dire la vérité. Vous savez, ça arrive à des journalistes chaque année dans le monde. Hein. Eh bien, écoutez, non, je dirai la vérité. Je continuerai à me battre pour mettre fin à ce mensonge d'État. Et j'arrêterai tout cela quand le président de la République répondra à ma lettre. Il y a une lettre ouverte qui s'adresse au président de la République. Ben voilà. On va en parler parce que l'interview est loin d'être terminée. Vous êtes avec nous, Alexis de Dieu-le-Veut. Pas besoin de le dire, vous êtes non pas le fils, parce que je crois que ses fils s'appelaient Erwan et Tugdual, c'est ça? Et Anaïd. Et Anaïd, oui. Et vous êtes donc son neveu. Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieu-le-Veut, publié chez Ballan. Et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer parce que c'est vraiment une enquête fouillée, c'est passionnant. Et je dois l'avouer, je fais mon coming out. Moi, j'étais fan de Philippe de Dieu-le-Veut. Je ne ratais pas un épisode de la chasse au trésor à l'époque. Et ben, ne ratez surtout pas l'appel au 0826 300 300 si cette intervention, vous fait réagir. On continue cette intervention après les informations jusqu'à 13h15 et puis on vous donnera la parole après.
13h15, à tout de suite. Pour une dizaine de minutes, reçoit Alexis de Dieuleveux, neveu de Philippe de Dieuleveux et auteur de Noyade d'État. La mort de Philippe de Dieuleveux aux éditions Balance, c'est absolument passionnant et ça vous fera réagir au 0826 300 300, mais ce sera à partir de 13h15. Avec 3 belles photos d'ailleurs de votre oncle sur la pochette et puis sur la couverture, pardon. Et puis il y a beaucoup de photos qui sont de votre oncle quand il fait la une de Paris Match, etc. Il y a une photo, des photos avec les rafts, etc. quand il prépare cette descente tragique. Alors justement, vous avez appris la mort de votre oncle lors d'un stage linguistique en Angleterre, alors que vous aviez 14 ans. Vous n'avez pas appris sa mort, vous avez appris sa disparition au départ. Sa disparition, absolument, c'est une disparition. Mais ils étaient 7. Oui. Et ça a duré dans le temps. Mais tout de suite, mon père n'a jamais cru à cette noyade. Oui, Ça aurait pu, parce que le fleuve est extrêmement dangereux. Au niveau le fleuve Zaïre, près du barrage d'Inga, est d'une violence extrême. Mais tout de suite, mon père a tenu à se rendre sur place. Et tout de suite, il a été très mal accueilli. Déjà par le vice-consul, par les autorités françaises, oui, très mal accueilli. Très mal accueilli. Et comment ça s'est passé son accueil? Parce que quand même, il est officier dans l'armée française. Il était, je sais pas quel était son grade à l'époque, mais il devait être. Il était commandant. Oui, il est déjà commandant, donc c'est officier supérieur, c'est pas officier subalterne. Quand on arrive avec un vice-consul, un commandant arrive, on l'accueille pas comme un chien dans un jeune quille. On lui dit déjà, mon commandant, venez boire un café dans mon bureau ou un thé dans mon bureau, non? Non, puis surtout c'était le frère de Philippe. Oui, en plus. Donc mal accueilli, il dérangeait. Sa présence dérangeait. Donc tout de suite, c'est dit, on nous cache quelque chose. Il arrive, on lui confisque son passeport. Alors c'est quand même assez extraordinaire de confisquer le passeport d'un officier français qui arrive à l'étranger. C'est absolument hallucinant. C'est du jamais vu, ça se fait pas. Donc c'était pour le contrôler. Donc passeport confisqué, il se rend sur place, il croise effectivement. Il va sur les lieux, du rafting. Il croise des officiers. Entre officiers, les gens, ils se connaissent, ils sentent très bien. Il avait cet instinct et cette intuition. Tout de suite, on me cache la vérité, on ne veut pas me parler, on ne parle que de noyade. Dès qu'il arrive, votre frère est mort noyé. Et il était excellent. Il était excellent nageur. Oui, alors je pense que dans les rapides d'Inga, même un bon nageur. Oui, même un bon nageur, oui. Mais voilà, aucune autre thèse était abordée. On n'a pas dit peut-être qu'ils ont été capturés, peut-être qu'ils sont vivants, une arrestation, autre chose. Noyade définitive. Blackout des autorités françaises. Et à l'époque, on peut dire que c'était un dictateur qui s'appelait Mobutu, qui est au pouvoir. Les autorités zaïroises, est-ce que votre père les rencontre? Non, il rencontre les autorités françaises. Le vice-consul de France, l'ambassadeur et des officiers français. Mais comme mon père refusait cette noyade, il a dit clairement, moi je croirai à la mort de mon frère quand je verrai son cadavre à mes pieds. Et c'est vrai que sur les 7 disparus, on n'a pas retrouvé de corps. Juste un corps, celui de Guy Colette, un entrepreneur belge, qui a été accepté par la famille, il a été rapatrié en cercueil plombé. La famille n'a pas vu le corps, mais ils l'ont accepté. Et Philippe n'a jamais été retrouvé. Mais il y a eu un faux cadavre. Par contre, il y a un cadavre qui a été faussement identifié. Et là, c'est une pièce clé où on démontre et on prouve la manipulation dans cette histoire scandaleuse. Parce que ce cadavre... Parlez-nous de ce faux cadavre, parce que c'est une histoire absolument incroyable. Et c'est le vice-consul de France qui envoie un télégramme à mon père pour dire « Le corps de votre frère a été retrouvé dans le fleuve Zaïre et a pu être identifié. » Il n'y a aucune ambiguïté, il ne dit pas on a un doute, il a été identifié. Surtout que souvent dans ces situations, le doute prévaut. Tout à fait, c'est prévenez immédiatement la famille et donnez-nous le lieu d'inhumation rapidement. Tout ça dans la précipitation. Et mon père n'a jamais cru à ce corps qui était mutilé à 90%. Vous vous rendez compte? Ah oui. Mais pas de tête, pas de main, pas de sexe, pas de viscères et pas d'extrémité de pied. Mais il restait quoi? Et on vous dit c'est votre frère? C'est Philippe, mort noyé. Sachant qu'à cette époque-là, il faut souligner qu'il n'y avait pas encore l'ADN, les analyses. Il n'y avait pas les tests ADN, oui. Exactement. À l'époque, on contrôlait les gens, on voyait les gens on pouvait faire des prélèvements, enfin avoir de la dentition. Oui. Mais là, sans tête, impossible. Tous les signes d'identification ont été retirés. C'est-à-dire les mains, il n'y a pas d'empreinte digitale. Pas d'empreinte, pas de pied. Donc pour mon père, ils disent, j'ai vu un tronc, un rôti, et on nous dit, c'est Philippe. C'est absolument... Et là, je reprends les propos du sénateur Louis de Catouellan qui s'est adressé en 85 au Sénat sur ce sujet, sur ce faux corps, et il dit c'est indigne et monstrueux. Et c'est ce que l'État français a voulu imposer à la famille. Et je cite dans le livre un certain nombre de noms de personnes qui ont participé activement à cette mascarade de cadavres faussement identifiés. Parce que même des personnes qui faisaient partie d'expéditions ont fermé les yeux sur cette affaire. Et ont même dit à mon père, accepte le corps même si c'est pas Philippe. Cette affaire, elle nous dépasse, il faut l'arrêter. Mais alors, justement, que s'est-il passé selon vous? Bavure militaire.
Et aujourd'hui, je vous Mais le dis de l'armée zaïroise. de l'armée zaïroise. Et ça, aujourd'hui, je vous le dis de sources sûres, parce qu'on entend beaucoup de choses, de sources sûres. Il y a eu bavure militaire, en tous les cas sur le raft de Philippe, et Philippe a été exécuté. Et ça, c'est une personne proche du pouvoir de l'époque. Alors, je peux pas, c'est pas ma source de se dévoiler. Proche du pouvoir français de l'époque, pas de Mobutu. Mobutu. Proche du pouvoir de Mobutu. C'est à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités et d'assumer tout cela et de reconnaître leurs erreurs. Parce que tout ça, ça se sait. Ce que je vous dis, ça se sait. Qu'est-ce qui s'est c'est pas une passé? surprise. Ils ont tiré, ils les ont pris pour des rebelles, des trafiquants, Alors, etc. Ils leur ont tiré dessus. Là, il y a plusieurs hypothèses. Ça, c'est ce que disent effectivement les Aérois. On s'est trompé, on pensait avoir affaire effectivement à des mercenaires. On a tiré sans savoir que c'était une expédition qui était en règle, car l'expédition était en règle. Il y a bien un télégramme. Ils étaient, Les militaires, absolument, ils étaient armés, puis ils sont arrivés la veille. Donc il y a un convoi de militaires qui est arrivé la veille près de ce barrage pour attendre l'expédition. Ils étaient attendus. Et pourquoi ces militaires sont mis en poste? Parce qu'ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus par un télégramme d'une menace d'attaque sur le barrage. Mais ce télégramme, il arrive de France. Vous l'avez Les vu, ce télégramme? Français, je n'ai jamais vu ce télégramme, non. C'est Okito Bédébéné, Oui, qui a l'officier écrit qui le en livre. parle. Qui en a parlé dans son livre. Il n'en parle pas dans son livre. Et Christian Proutot, qui était à l'époque patron de la sécurité de l'Élysée, il ne dément pas l'envoi de ce télégramme. Il dit oui, effectivement, il y a peut-être un télégramme qui a été envoyé et que les gens qui l'ont envoyé avaient obligatoirement connaissance de la présence de Philippe sur les lieux. Envoyer un tel télégramme aux autorités zaïroises en disant qu'il y avait une menace d'attaque sur le barrage d'Inga, c'était mettre Philippe directement en danger. Et c'est là où mon père dit que c'est une histoire franco-française. Mon père n'en veut absolument pas aux Zaïrois. Mais même si c'est eux qui ont tiré quand même. Hein. Oui, mais ils ont répondu à une menace. Excusez-moi, vous avez été militaire, même appelé. Vous tirez pas sans sommation en général, surtout à l'arme de guerre. Vous êtes au Zaïre, vous êtes en 1985, il y a une menace d'attaque sur un barrage et c'est un lieu stratégique. Vous pensez que c'est des rebelles, vous tirez direct sans sommation. C'est normal que une menace d'attaque qui arrive d'un service français, c'est la France qui prévient. Donc Oui. les deux pays sont quand même amis, elle est prise très au sérieux. Est-ce qu'il n'est pas possible que la France ait fait une erreur, les services secrets aient fait une erreur en sous-entendant qu'il y aurait potentiellement une attaque? Une erreur ou une volonté de nuire à cette expédition. Mon père avait la conviction que Philippe avait autre chose à faire en parallèle de son expédition. D'accord. Et que cette autre chose qui reste un mystère, et ça c'est l'énigme de cette affaire, qu'est-ce qu'il devait faire? On ne sait pas, mais ça dérangeait. C'était pas cautionné par Kinshasa, c'était pas cautionné par Paris. Donc Philippe dérangeait, on a voulu nuire à Philippe, le stopper. Je ne dis pas qu'on a voulu le tuer, mais en tous les cas, ce jour-là, le 6 août matin, il y a eu une bavure militaire, il y a eu arrestation, il y a eu des morts. Mais il n'y a pas eu de noyade. Il n'y a pas eu de noyade. Mais alors justement, Pour il y a une chose qui transparaît quand même. Dans cette affaire, il y avait un deuxième raft où il n'y a pas eu de mort. Il y a eu deux rafts, les deux rafts, c'était 7, les 7 ont disparu. Les 7 ont disparu, pardon. Mais dans l'armée zaïroise, les gens qui étaient dedans, je sais, bientôt, on est 35 ans et demi après, mais il y a peut-être encore des survivants qui pourraient témoigner, qui disent... Bien sûr, mais c'est un secret pour personne, comme je vous l'ai dit. Moi, je vais de temps en temps à Kinshasa, par mon travail, et à Brazzaville. Et quand je questionne la population, donc qui a un certain âge, qui a connu cette affaire, mais ils tiennent tous le même discours. Bien sûr, ces hommes ont été arrêtés par les hommes de Mobutu et ils ont été exécutés. Pas un Congolais vous dira ils se sont noyés. Il y a eu effectivement ce drame ce jour-là et on a voulu camoufler tout cela. Donc les Zaïrois ont voulu camoufler et la France a aussi camouflé cette bavure et cet assassinat. La France s'est rendue complice dans cette affaire. C'est pour ça que la France, elle est même... c'est une affaire qui reste sensible même 35 ans après. Et la source sûre qui m'a dit, effectivement, qui admet la bavure militaire et l'exécution de Philippe, m'a dit, même 35 ans après, vous allez réveiller des chats qui dorment. Et ça dérange. Et c'est amusant parce que ce livre est sorti il y a quelques mois et je n'ai eu aucune plainte. Personne n'est venu me dire ce que vous dites est faux. Personne n'est venu démentir une seule ligne. Il n'y a eu aucun dépôt de plainte. Aucun dépôt de plainte. Et d'ailleurs, j'ai même envoyé le livre. J'ai déposé au domicile de M. Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Je lui dépose le livre. Le lendemain soir, il rentre en contact avec moi. Il m'envoie un mail pour d'une part me remercier du livre, me dire qu'il l'a lu dans la foulée, et il me dit qu'il trouve ce livre très intéressant si on veut bien s'y pencher dans le détail. De la part de M. Roland Dumas, qui était en plus un des plus proches de François Mitterrand à l'époque. Et qui était chargé de couvrir cette affaire et de la chapeauter et de l'étouffer. Et il ne dément pas une seule ligne du livre. Et en plus par mail, donc par écrit. Tout à fait. Alors qu'en plus, j'imagine qu'il était concerné dans le livre, vous le citez. Bien sûr, je cite. Bien sûr. Et mon père accuse la France, accuse l'État français, le gouvernement de l'époque. Il accuse le ministre des Affaires étrangères, il accuse la cellule Afrique de l'Élysée.
Vous avez Jean-Christophe Mitterrand qui était numéro 2 de cette cellule Afrique de l'Élysée en 85. Oui, dont le surnom à l'époque était Papa Madi sur la politique africaine. Exactement, qui sait beaucoup de choses aussi et qui restait très discret sur cette affaire. Eh ben, écoutez, vous l'avez entendu, on peut passer une heure sur ce sujet, c'est passionnant. Et puis on va dans le détail, avec vous 0826 300 300. Vous pouvez réagir aussi au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, la faillite du football français, en tout cas possible, avec ses 800 millions d'euros de pertes, et puis les méthodes peu recommandables de L214. À tout de suite. Revenir sur le livre d'Alexis de Dieu-le-Veut, justement, 2 mois avant sa disparition, votre père a écrit une tribune dans le journal belge Le Soir où il accuse, je cite, François et Jean-Christophe Mitterrand. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est pas la France qui l'a tué. C'est pas la France qui l'a tué, mais qui a donné les ordres, qui a provoqué tout cela? Effectivement, ce sont les militaires zaïrois qui ont tiré. Mais mon père, comme je vous l'ai dit, il n'en veut pas aux militaires zaïrois qui ont répondu à cette menace d'attaque. Et donc c'est ce télégramme parti de Paris qui a déclenché tout cela. Donc mon père parle d'affaires franco-françaises. La France a activement ensuite participé à camoufler cette bavure et cet assassinat. Et la France s'est rendue complice de tout cela. Donc la France a une grande responsabilité dans cette affaire qui s'est passée effectivement au Zaïre, en RDC aujourd'hui. Mais mon père en veut aux Français, au gouvernement français. Mais alors justement, moi ce livre m'a fait penser à un film qui a été un film culte. Vous l'avez probablement vu avec Jean-Paul Belmondo, Le Professionnel. Parce que c'est... Alors, je rappelle le film, vous l'avez pas vu, Le Professionnel, vous étiez pas né quand c'est sorti, je pense qu'on si, je l'ai vu, vous savez que mais vous l'avez vu a posteriori. À la mode. Oui, il ne l'a jamais quitté. Permettez-moi de vous le dire. Où on raconte l'histoire, il s'appelle Jocelyn Beaumont, c'est un agent français qui doit liquider un chef d'État africain, et manque de chance pour lui, on trouve un accord pour exploiter des richesses minières ou quelque chose comme ça avec ce chef d'État. C'est nos propres services secrets qui le balancent. Il n'y a pas d'autre mot. Il est torturé, etc. Et puis il arrive à s'évader. Vous n'êtes pas dit que quelque part, ça faisait beaucoup penser à ce film qui... Alors, il a été tourné, je crois, 4-5 ans avant la disparition de votre oncle, parce que je crois que c'est sorti en 81, Le Professionnel, ou 82. Mais est-ce que c'est pas un peu cette histoire? Mais c'est vrai que vous avez beau faire partie des services, vous n'êtes pas protégé. Ah, mais vous n'êtes jamais protégé. Regardez du Rainbow Warrior. Oui. C'est la France qui a déclenché, qui a détruit ce bateau, qui dérangeait les essais nucléaires dans le Pacifique Sud. Et ben, je crois que les agents responsables ont pris quelques années de prison. Ils n'ont pas été défendus. C'était Prieur et Maffard, je crois. Tout à fait. Donc on est capable de vous lâcher. Tant que vous êtes bien dans les clous, tout va bien. Mais le jour où vous dérangez, alors je ne parle pas de Rainbow Warrior. Mais là, dans le Rainbow Warrior, ils se sont fait piquer. Ils n'ont pas été balancés. Mais si Philippe dérangeait pour autre chose, on n'a aucune pitié pour vous. Mais ça, c'est Et d'ailleurs, mais quand on rentre dans les services, on le sait. Et puis après, on se rend compte que même tout le rapport d'enquête est très surprenant, parce qu'il y a une enquête sur cette affaire quand même. Il y a eu 7 disparus, 7 morts. Il y a une enquête. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur cette enquête. Le juge d'instruction, c'est Jean-Baptiste Parlos, qui aujourd'hui préside la cour d'appel de Reims, donc un haut magistrat, qui a clôturé l'enquête. Et d'ailleurs, les rapports entre mon père et ce haut magistrat étaient assez tendus. C'est surprenant, parce que mon père cherche une vérité. Parce qu'ils se connaissaient? Non, on ne se connaissait pas, mais ce haut magistrat a clôturé une enquête qui était, pour moi, pas sérieuse. Parce que, est-ce que les responsables politiques et militaires ont été entendus à l'époque? Non, ils n'ont pas été entendus. Est-ce que les enquêteurs sont partis au Zaïre enquêter? Non plus. Est-ce qu'ils ont entendu les témoins oculaires qui étaient présents ce 6 août matin à Inga, qui ont vu des choses? Ils n'ont pas été entendus, ces gens-là. Le rapport d'enquête fait-il mention des rapports zaïrois comme quoi il manquait aucune balle dans les cartouchières des soldats? Ça, c'est l'affirmation de Mobutu. Il ne manque aucune balle dans les cartouchières de mes soldats. Où sont les rapports de police? Il n'y a pas de rapport. Donc ce rapport d'enquête est-il... Excusez-moi, un rapport de la police de Mobutu, je me serais posé quand même quelques questions sur sa véracité. Mais on va continuer juste après ce court instant. Et est-ce que vous allez nous appeler au 0826 300 300? Bah oui, vous allez nous appeler pour parler de tous ces sujets et poser toutes vos questions à Alexis de Dieu-le-Veut, qui vous répondra avec grand plaisir. À tout de suite. 0826 300. Et ça veut parler aussi de Philippe de Dieu-le-Veut. Absolument, on a une question pour Alexis de Dieu-le-Veut, donc neveu de Philippe. Et c'est Xavier de Perpignan qui nous appelle. Bonjour Xavier. Oui, bonjour à tous. J'aime beaucoup Sud Radio. Merci. Et je voulais témoigner du fait qu'un beau jour, quand j'étais journaliste à France Télévisions, et j'étais venu à Paris au siège, et à la cafétéria, un ami m'a présenté Philippe de Dieu-le-Veut. Et ça a été un choc, d'abord parce que j'ai aimé beaucoup ses émissions, et en
plus parce que j'ai trouvé un homme sympathique, intéressant, persuasif, gentil et attentif à l'autre. Voilà, c'était juste un petit témoignage pour dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Ah bah restez avec nous, Alexis de Dieuleveux. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Xavier qui dit « Moi, j'ai été journaliste à France Télévisions, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'attentif, de gentil, etc. » Ça vous touche, je suppose? Ah non, c'est très touchant. Merci à vous, merci pour ce témoignage. Et je crois que oui, vous avez bien ciblé Philippe. Voilà, mon père disait que c'était un homme vrai. Un homme vrai, ah bah oui, c'est sûr que c'était un homme vrai. Lui, il faisait pas du cinéma. Merci beaucoup, Xavier de Perpignan. Vous saviez, vous avez lu peut-être le livre qui était sorti auparavant de Quito Béné, qui disait « J'ai vu mourir Philippe de Dieuleveux » ou pas? Je crois que je l'ai lu, effectivement, je crois que je l'avais lu en livre de poche, parce que je me dis que j'étais un fan total des émissions de Philippe de Dieuleveux, qui à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Hein, ces émissions avec du direct, faux direct, si je me souviens bien, c'était extraordinaire. C'était, au moins, on voyageait avec lui. Et de plus en plus, à la télévision, on ne voyage plus. Quasiment plus maintenant. Alors qu'avec Philippe de Dieuleveux, on découvrait des endroits de la planète que personne ne connaissait. Ça, c'est vrai, il nous a amené dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Hein. En 1985, et d'ailleurs, moi, je me suis mis à voyager sur les traces de Philippe de Dieuleveux, notamment je suis allé au Machu Picchu au Pérou, et je me souviens qu'il avait fait une émission au Machu Picchu. Oui, mais je crois qu'on a un autre appel. Merci. En hommage à Philippe de Dieuleveux, oui. En hommage à Philippe de Dieuleveux, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à tous. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis extrêmement troublé par votre émission parce que Philippe de Dieuleveux, c'était le héros de mon enfance. Voilà, tous les copains, on avait tous des héros en BD. Et Philippe de Dieuleveux, c'était le héros, la personne, il avait du caractère, du charisme, et puis c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Il savait parfaitement gérer ses émissions, il savait faire rebondir les candidats, il savait amener l'animation, quoi. Hein. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, et moi j'en garde un souvenir. Là, je suis extrêmement ému de voir son neveu aujourd'hui, d'en entendre parler. Parce que malgré sa mort, qui remonte à il y a maintenant 35 ans, c'est une personnalité qui est restée dans le cœur, je pense, de toutes les personnes qui regardaient son émission à l'époque. Voilà. Et sa disparition, son décès a été une immense tristesse pour beaucoup d'entre nous. Quand on allait à l'école le lendemain des émissions avec Philippe, son émission était une des discussions qu'on avait dans la cour de récré. C'était diffusé le dimanche soir. Exactement, et le lundi, on en parlait dans la cour de récré, et Philippe on l'aimait d'autant plus qu'il était vrai. Voilà, c'était notre Superman à nous, c'était quelqu'un qui a énormément marqué mon adolescence, d'autant plus qu'à cette époque-là, moi je faisais beaucoup de sport et de montagne, et il m'inspirait beaucoup, c'était un mentor d'une certaine manière. Ah bah, Alexandre, écoutez, on va faire réagir Alexis de Dieuleveux. Vous avez entendu la présidente du syndicat des bouchers de Paris qui dit « Moi j'avais 14 ans quand il a disparu, j'étais fan total ». Vous avez Xavier qui dit « Moi je l'ai rencontré, c'était un mec génial ». Alexandre qui est très ému, qui dit « Moi c'était mon idole ». Ça je confirme. Donc on en parlait dans les cours d'école le lundi, dans les cours de récréation le lundi matin. Ouais, t'as vu Philippe de Dieuleveux hier au Machu Picchu? Putain, le mec, comment il court à près de 4000 mètres d'altitude? Enfin, c'était génial. Ça vous fait quoi, Alexis de Dieuleveux, d'entendre ça? On se rend compte que Philippe était aimé des Français. Son émission n'a pas duré très longtemps, 4 ans. Il y a quand même une centaine d'émissions à travers le monde, mais il a touché sur une petite période beaucoup de gens, toute une génération qui ne l'ont pas oublié. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et moi, si je peux m'adresser aux auditeurs aujourd'hui, si vous avez vraiment aimé Philippe, effectivement, puis vous témoignez, si vous voulez participer aussi à ce combat de justice pour lui, parce que Philippe a été exécuté et on ne peut pas l'accepter, ça. Donc il faut rendre une certaine justice. Si vous voulez mettre fin à ce mensonge d'État, car il y a un mensonge d'État, il n'est pas mort noyé, moi effectivement j'invite les gens effectivement à se procurer ce livre. Et je dis cela, il n'y a aucun intérêt financier de ma part, parce que tous les droits d'auteur sont reversés à l'association Aviation sans frontières, dont le président est Gérard Felzer, et le parrain... On connaît bien. Thomas Pesquet, le parrain. Donc moi, mon intérêt, il est absolument pas lucratif. Il est de faire connaître la vérité. Dans l'hommage, l'honneur, la vérité. Et pour tous les gens qui n'ont pas oublié Philippe, c'est une façon aussi de le soutenir et de rendre justice et que ça se sache. Mais on va continuer à parler avec vous. Ça réagit sur d'autres sujets au 0826 300 300, mais on doit faire une pause et on va continuer de parler notamment de la lettre que vous avez écrite au président de la République. Absolument, une lettre ouverte au président de la République. Eh bien, vous avez le standard ouvert pour nous et on vous répondra. Alexis de Dieuleveux se fera un plaisir de vous répondre avec son livre Noyade d'État aux éditions
éditions Ballant. Et puis vous pouvez également évoquer les autres sujets que nous avons abordés tout au long de cette émission au 0826 300 300. À tout de suite. Coff dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Philippe David, son invité et ses auditeurs au 0826 300 300. Et je crois que nous avons un appel tout de suite de Dominique sur la fraude sociale, c'est ça? Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs et puis un joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à vous aussi, on vous écoute. Alors, je fais juste une petite aparté parce que moi aussi, j'ai 55 ans et Philippe de Dieuleveux a été mon modèle. Et j'ai adoré ces émissions au point que je suis même devenu un aventurier moi-même puisque j'ai été le plus haut nageur du monde pendant à peu près 20 ans parce que j'ai ouvert la rivière Modicola qui prend sa source dans l'Annapurna. Ah bah bravo. J'étais mon petit de Dieuleveux moi-même. Bon, pour en revenir au sujet de mon appel, vous avez évoqué les fraudes sociales, surtout les méthodes de Pôle emploi. Voilà, les méthodes de Pôle emploi donc qui essayent d'avoir accès aux comptes des allocataires. On ne sera jamais déçu par la technostructure parce que je crois que dans l'excellent livre de Charles Prats qui est venu le présenter chez vous, oui. il explicite particulièrement bien toutes les méthodes qui pourraient justement mettre fin de manière très simple à la fraude sociale. Et d'ailleurs, j'y ai un petit peu participé parce qu'en page 8, il parle d'un contributeur qui a fait une vidéo. Il s'est juste un peu trompé parce que c'est moi le contributeur qui a fait la vidéo. Et vous pourrez vérifier auprès de Charles, hein, parce que maintenant on est en relation très constante, il et moi. Et c'est pas 1 million de vues, mais c'est 3,8 millions de vues. Lorsque j'étais très en colère, quand j'ai commencé à découvrir son travail, j'ai fait cette vidéo donc sur Facebook et j'ai eu 3,8 millions de vues. Bravo. Voilà. Et pour rapidement clôturer. Et pour clôturer rapidement, je voudrais juste rappeler que quand on a lu ce livre et que l'on voit la date à laquelle a à peu près commencé cette fraude, on s'aperçoit, juste en faisant une petite addition, qu'on arrive entre 800 et 1000 milliards d'euros de fraude sur les 20 dernières années. Ah, donc mes amis français, quand on entend parler de la dette, quand on entend parler de l'état de déliquescence de la police, de la justice, des hôpitaux, de l'éducation nationale, dites-vous que sur les 20 dernières années, on s'est fait voler 1000 milliards de nos impôts. Donc, il est temps de mettre en responsabilité les divers gouvernements et les divers responsables qui ont laissé faire. Merci beaucoup Dominique, merci. Et puis encore un message d'admiration pour Philippe de Dieuleveux. Et là on a un appel d'un ancien militaire. Absolument, qui s'appelle également Philippe. Et qui nous appelle de Perpignan 3 Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe, n'est-ce pas? Oui. Et bonjour à Sud Radio, et merci de toutes vos émissions qui sont hyper sympas. Quant à moi, j'ai un petit message à Alexis pour lui dire que dans les années 1972 à 75, j'étais sous les ordres de son papa Jean, au 2e régiment de cuirassiers à Reutlingen en Allemagne. Oui, et effectivement, il est à l'image de son frère Philippe, d'une gentillesse extrême, toujours près de ses hommes, toujours un homme de très grande délicatesse. Voilà, je faisais cet hommage et je viens de prendre aujourd'hui d'ailleurs son décès par internet parce que j'étais pas au courant. Ah d'accord, voilà, merci de votre témoignage Philippe. Il vous a peut-être connu quand vous étiez en culotte courte. Bébé, parce que je suis né à Reutlingen, en Allemagne. Ah oui, d'accord. Vous êtes certainement... moi j'étais sous-officier, sous ses ordres, donc au 2e régiment de cuirassiers, au 2e escadron pour être précis, où j'étais pilote sur AMX-30 à l'époque. Voilà. Ah d'accord. Et j'en garde un souvenir extrême et très souvent avec des anciens collègues, on se téléphone encore un petit peu et le peu qui reste hélas, et on parle souvent du lieutenant de Dieuleveux qui à l'époque était lieutenant. Voilà. Et vous gardez un souvenir ému. Merci beaucoup. J'en ai pleuré tout à l'heure. Ah, vous en avez pleuré. Merci de nous avoir appelés. On vous souhaite un joyeux Noël pour que ce soit un peu plus gai. Alors justement, vous entendez ce témoignage qu'a connu votre père. Là, on avait Dominique qui nous appelait pour parler de la fraude fiscale et sociale, qui dit moi, j'étais très ému, j'adorais Philippe de Dieuleveux. Là, quelqu'un qui a servi sous les ordres de votre père, qui vous a peut-être vu au berceau d'ailleurs. C'est amusant. Vous avez écrit au président de la République. Parlez-nous-en. Oui, parce que mon père était, comme dit ce monsieur, mon père était aussi quelqu'un de juste et qui ne supportait pas la justice. Donc même lui, quand mon père était militaire, il aimait cette justice, et peu importe le grade. S'il fallait dire, entre guillemets, merde un général, il disait merde un général. S'il fallait reconnaître un bon officier, un bon sous-officier, il le disait. Un bon 2e classe aussi. Exactement. Donc il était droit dans ses bottes, et il n'a jamais voulu se taire. Voilà, ça peut déranger de temps en temps, mais il est comme ça, mon père. Et ce livre, je demande effectivement au président de la République de répondre à une lettre, parce que la vérité n'a pas été dite. Moi, je parle de la vérité, mais j'aimerais qu'elle soit reconnue aujourd'hui. Ça fait 35 ans qu'on est dans le mensonge, la manipulation. Et l'État, c'est la vérité. Bien sûr, absolument, ils savent. Ils savent.
Bien sûr qu'ils savent. Et moi, je veux mettre fin à ce mensonge d'État. C'est vrai qu'en Afrique, les raisons d'État ont occulté bien des réalités. Aujourd'hui, je demande au président qu'il reconnaisse cette bavure militaire et l'exécution de Philippe. Ils le savent. J'ai écrit au président de la République. C'est son chef de cabinet qui m'a répondu. Et ils ont envoyé une lettre au Quai d'Orsay pour demander à M. Jean-Yves Le Drian de me répondre. Oui. Car s'il y a des papiers, c'est bien au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères. Il y a toujours un silence de la part du Quai d'Orsay depuis quelques mois. Vous croyez en une réponse un jour? Mais j'attends de réponse, j'espère. Mais ne pas répondre, ce serait scandaleux. Ce serait un signe de mépris et de malhonnêteté énorme. Ça veut dire on ne change rien. Restons dans le mensonge. Il n'y a rien à voir. On reste dans le mensonge, on accepte la manipulation et l'injustice. Ce serait un signe très négatif. Alors pour cette affaire, même pour les Français, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Et je pense que là, le président il a l'opportunité, avec cette affaire, de reconnaître des erreurs dont il n'est pas responsable. Évidemment. Il avait 8 ans, même pas 7 ans et demi à la disparition de votre oncle. Preuve de responsabilité, d'honnêteté aussi, et d'une certaine sagesse à reconnaître ses erreurs que l'on sait. Mais est-ce que vous ne croyez pas que il y a eu d'autres affaires de scandale avec des barbouzes qui ont tué des gens par erreur? Je me rappelle de l'affaire Saint-Aubin. Ça vous dit peut-être quelque chose? Tout à fait, le jeune couple Saint-Aubin qui avait été tué dans une opération homo par accident. Accident de voiture, parce qu'ils avaient la même voiture qu'un des chefs de l'OAS et qu'on l'avait liquidé. Mais les deux voitures se suivaient, manque de peau. Ils étaient en la première et c'est eux qu'on a. Bavure militaire sur cette affaire. Mais là, est-ce que vous ne croyez pas que 35 ans après, Emmanuel Macron n'y est strictement pour rien? Il était en CE1 à l'époque, etc. Jean-Yves Le Drian, évidemment, n'y était pour rien. Il serait pas temps quand même on parle souvent de transparence, de dire la vérité. Dire voilà, il s'est passé ci, ça. Parce que je suppose que vous ne demandez même pas d'indemnisation, ni vous, ni ses héritiers. Non, mais les héritiers, je ne peux pas parler pour eux, mais absolument pas. Moi, je ne demande pas de rouvrir une enquête. C'est une conclusion juste. Africa Raft et Philippe méritent une conclusion juste. Voilà, qu'on ne soit pas dans ce mensonge. Les gens, effectivement, aimaient Philippe, ils le témoignent. On se doit de lui rendre cette justice, juste reconnaître les circonstances de sa mort et pas mentir ouvertement comme ça à la famille et aux Français en général. Donc aujourd'hui, j'attends du président, effectivement, qui réponde. Et puis une non-réponse de sa part serait considérée comme un consentement tacite à mes accusations et à mes déclarations. Ce serait une sorte d'aveu. Écoutez, votre livre fait beaucoup réagir, en tout cas, puisqu'on a Alexandre qui nous appelle. Il y a beaucoup d'Alexandre aujourd'hui. Et de Philippe. Oui, il y a beaucoup d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Alexandre ? Oui. Vous nous appelez de Belfort, c'est ça ? Oui, du territoire Belfort, je m'écoute sur Internet. Ah oui, écoutez, bravo, on vous écoute. Alexis de Dieu-le-Veut vous écoute. Voilà, écoutez, monsieur Alexis Dieu-le-Veut, étant moi-même un ancien militaire, un ancien parachutiste de l'armée française, le problème de Philippe Dieu-le-Veut, vu que sa notoriété grandissante, vu son ancien métier, qui était quand même un métier, malgré tout, très sensible, et vu qu'il pouvait par la suite, éventuellement, se mettre à parler maladroitement dans sa vie future, il fallait que ce gars-là disparaisse quand même malgré un scandale momentané. En fait, on sait très bien que quand on parle trop ou qu'on risque de parler, il faut mieux disparaître discrètement dans la vie. Voilà, on disparaît, on n'existe plus, on meurt et tout le monde est enterré. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez ancien parachutiste, vous étiez au même régiment que Philippe de Dieu-le-Veut, au 1er RCP ? Non, j'étais au 17e RGAP à Montauban, 75-76. Le régiment du génie parachutiste à Montauban, absolument, voilà. Qui a connu un drame terrible lors de l'affaire Mera. C'est 3 militaires de ce régiment qui avaient été tués à bout portant juste à côté de la caserne. Et on a une pensée pour eux. Qu'est-ce que vous voulez répondre, Alexis de Dieu-le-Veut, à Alexandre, ancien parachutiste, qui dit quelque part parfois, ça s'appelle la raison d'État. C'est ça, la raison d'État, absolument. Et ça, c'est pas nouveau. Et Philippe, mais c'est audible, la raison d'État. La raison d'État passe toujours au-dessus de la raison des hommes. Vous savez, comme disait Charles Pasqua, les droits de l'homme s'arrêtent où commence la raison d'État. C'est vrai que pour des raisons diplomatiques, économiques, politiques, certaines personnes sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout et elles en oublient toute moralité, toute honnêteté, tout courage. Alors que mon père, il en a fallu du courage pour mon père pour déjouer cette tromperie de faux cadavres remis à la famille. Mais certaines personnes, oui, pour ces raisons d'État, ferment les yeux sur beaucoup de choses. Donc à l'instant T, peut-être on peut le comprendre. Avec le temps, je pense qu'il faut réparer tout cela parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Certains acceptent de fermer les yeux, ça arrange beaucoup de personnes, le silence. Mais voilà, après il y a d'autres personnes dont je fais partie, je dis non. Moi je dis non. Quand il y a un mensonge, il faut reconnaître aussi ses erreurs. On en avait parlé brièvement, mais on a dû faire une pause. Roland Dumas était prêt à vous rencontrer ?
Il vous l'a écrit, vous avez des mails avec vous d'ailleurs. Absolument, oui, comme il est rentré en contact avec moi pour me remercier du livre et dire qu'il l'avait d'ailleurs apprécié. Dans la foulée, mais c'est bien écrit en plus. Hein. J'ai demandé à le rencontrer et il acceptait. Il dit j'accepte de vous rencontrer, donnez-moi vos dates. Alors là, j'ai donné toutes mes dates, j'étais disponible H24 pour le rencontrer, discuter de cette affaire. Et là, plus de réponse. Silence radio, j'ai relancé, plus rien. Alors y a-t-il une personne qui bloque au niveau de l'agenda, au niveau de ses rendez-vous pour pas me rencontrer ? Je me pose la question, c'est surprenant. Lui, il a accepté, mais il n'y a pas de suite. Je vais vous prendre un exemple. Roland Dumas, qui a 98 ans, je crois, vous dirait la vérité entre quatre yeux, ça aurait de la noblesse, non ? Bien sûr, mais c'est ce que je lui ai dit, parce que je lui ai écrit. Bien sûr, ça serait très sage de votre part, aujourd'hui, de reconnaître certaines erreurs. On peut comprendre les erreurs à l'instant T, comme on dit, à raison d'État, raison diplomatique, économique, c'est comme ça. Et les gens que je cite dans ce livre, certains ont joué ce rôle de se taire, parce que c'est comme ça. Vous en voulez autant à ceux qui se sont tués. Ah, le micro est éteint. Il faut reparler. Oui, je disais, vous en voulez autant à ceux qui se sont tués qu'à ceux que vous soupçonnez d'avoir agi. Oui, ils sont tous dans le même panier. On ferme les yeux sur une exécution, c'est terrible. Et le pire, c'est le mensonge. C'est surtout ça. Parce que mon père qui était militaire, il aurait accepté la vérité. On lui aurait dit... Votre frère a été exécuté, il y a eu une erreur, il y a une boulette, on est en Afrique, ça a dérapé. En tant qu'officier responsable, il aurait dit c'est regrettable. Il savait que les risques du métier. Il savait que son frère Philippe prenait des risques aussi. Ça peut arriver, c'est bien triste, mais au moins on est sincère, on est vrai. Point. Là, on lui a menti. Et c'est ce qu'il ne supporte pas. Et moi non plus, on n'aime pas ce mensonge et cette injustice. Donc aujourd'hui, on demande au gouvernement de réparer ce type de politique de l'époque qui a passé son temps. Alors, il n'est pas trop tard pour faire des cadeaux de Noël, parce qu'il est dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Alexis de Dieuleveux, Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux, avec des belles photos à l'intérieur. Alors, c'est beaucoup plus de texte que des photos. Vous avez même eu le soutien d'un ancien chef d'état-major des armées, le général Maurice Schmitt, qui était chef d'état-major des armées à la fin des années 80, début des années 90. Le général Imbaud aussi, je crois, vous a soutenu, qui lui était chef d'état-major de l'armée de terre. Mon père. Qui ont soutenu votre père. Absolument, même dans son combat. Qui ont soutenu votre famille. Des généraux soutenaient mon père. Et ce sont deux officiers, officiers généraux, éminemment respectables. Et en plus, alors c'est un très bon livre et une très bonne action, puisque l'argent va pour les droits d'auteur. Aviation sans frontières, absolument. Eh bien, c'est le livre Alexis de Dieuleveux, Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux. On l'a entendu chez les auditeurs, ils l'ont pas oublié et on l'oubliera jamais. Moi, c'était un de mes héros de télévision. Merci beaucoup à vous, Alexis de Dieuleveux. Absolument. Merci pour votre invitation, Philippe. Merci, Augustin. Merci à vous. On a eu beaucoup d'auditeurs d'ailleurs qui ont appelé en écoutant cette émission et qui ont témoigné de leur émotion suite à cette affaire tragique. Alors vous pouvez réécouter toute cette émission sur le site sudradio.fr ou sur YouTube en replay. Et puis on se retrouve demain pour un joyeux Noël et en tout cas un joyeux réveillon à vous. Joyeux Noël à vous toutes et tous. Absolument. Et tout de suite avec Brigitte Lahaye, on va parler de Noël et des fêtes de fin d'année. Est-ce un moment festif et comment gérer sa famille quand l'un ou plusieurs membres sont toxiques. À tout de suite.